Reprend notre débat consacré donc à la Libye au 5e jour de l'intervention internationale. Combien de temps va prendre cette intervention? Des jours, des semaines, des mois? Les États-Unis ont affirmé aujourd'hui qu'il n'y avait pas de calendrier. Alain Juppé, lui, a parlé hier d'une guerre courte. C'était à l'Assemblée nationale lors d'une allocution. On écoute tout de suite le chef de la diplomatie française. Ce que nous voulons, c'est une intervention militaire de courte durée. Les Américains y sont particulièrement attentifs, et nous aussi. Et je voudrais dire sur ce point, contrairement à l'inquiétude qui a été manifestée ici ou là, qu'il n'y aura évidemment pas d'intervention au sol. D'ailleurs, la résolution 1973 du Conseil de sécurité nous l'interdit explicitement. Il n'en est donc pas question. Bernard Valero, donc on l'a compris tout à l'heure, vous nous a quand même expliqué de manière relativement claire que les opérations s'arrêteront quand Kadhafi tombera. Qu'est-ce qui vous fait dire que ce sera une guerre courte ? Eh bien, d'abord, soyons prudents s'agissant de Kadhafi. Elle durera jusqu'à ce que l'on puisse mettre la population libyenne effectivement à l'abri de ces persécutions. Courte parce que il ne faut pas que ce conflit dure. C'est en tout cas notre volonté. Elle est partagée effectivement par l'ensemble de nos alliés. Donc, agir sur le plan militaire, agir également pour encourager les résistants, les insurgés libyens, en particulier autour du Conseil national de transition, à faire progresser les choses, à faire progresser les changements. C'est dans cette direction que nous travaillons. En tout cas, c'est une volonté, c'est un souhait, mais ça pourra peut-être durer plus longtemps que ce que vous souhaitez. Écoutez, en termes de calendrier, il est toujours. Les États-Unis disent impossible de fixer un calendrier. On peut dire ça et en même temps effectivement souhaiter et agir en sorte que les délais soient les plus rapprochés possibles. Je crois qu'il y a un autre domaine également qu'on a un peu perdu de vue ces derniers jours, c'est normal avec une telle actualité, c'est les sanctions. C'est les sanctions aussi qui sont prises par la communauté internationale, que ce soit au niveau des Nations Unies, au niveau de l'Union européenne en particulier, avec le gel des avoirs, avec les sanctions économiques. Les mécanismes sont à l'œuvre et là aussi les boulons sont resserrés sur tout ce que Kadhafi et sa parentèle et ses proches pouvaient avoir, et ça c'est quelque chose aussi, c'est un élément qui peut être aussi déterminant dans l'évolution de la situation, bien que moins spectaculaire naturellement que des bombardements. On va écouter d'ailleurs le colonel Kadhafi qui s'est exprimé hier soir. Il s'est dit prêt à la bataille, qu'elle soit courte ou longue. On l'écoute. Une nouvelle croisade menée par les croisés contre l'islam. Vive l'islam partout. Toutes les armées musulmanes doivent participer au combat. Tous les hommes libres aussi. Des manifestations partout qui vous soutiennent. En Asie, en Afrique, en Amérique, en Europe. Leurs peuples sont contre eux. On va les vaincre. Par n'importe quel moyen. Sur le court terme, on les battra. Sur le long terme aussi. Nous sommes prêts à la bataille, courte ou longue soit-elle. Regardez les masses. Kadhafi est au milieu des masses. C'est ça notre défense aérienne. Je suis là, je suis là, je suis là. Jean-Pierre Milelli, est-ce que vous craignez un enlisement, comme on peut le voir en Irak ou en Afghanistan ? Oui, bien que la situation se présente sous des apparences différentes, je pense qu'on peut et on doit de toutes les manières prendre en considération la possibilité d'un enlisement. Comme je l'ai dit, à cause de la nature très particulière de ce pays, qui historiquement était tout simplement la bande côtière et le désert à l'infini, pour ainsi dire, derrière. Et donc, c'est un pays qui est entré il n'y a qu'un siècle dans les rapports internationaux avec la colonisation italienne, qui a créé même l'idée de Libye, puisqu'auparavant il n'y avait que 3 régions sous direction ottomane qui avaient peu de contact entre elles. Ensuite, ce ne sont pas les Libyens qui ont vaincu le colonialisme italien, mais c'est la Seconde Guerre mondiale avec les fameuses batailles du désert, donc El Alamein, Bir Hakeim, etc., qui ont provoqué la chute du colonialisme libyen. Les Britanniques, aidés par les Américains, ont créé un royaume qui était d'abord un royaume fédéral pour montrer le fait que les trois régions étaient vraiment distinctes les unes des autres. Ils ont créé un royaume fédéral qu'ils ont confié au chef d'une confrérie religieuse
religieuses, les Sénoussi, qui donc ont gouverné jusqu'à ce que le colonel Kadhafi fasse son coup d'État en 1969. Et ensuite, il a appliqué une politique qui, comme on sait, se caractérise par la terreur vis-à-vis de la population, mais aussi un refus de construire un État. Donc on est en présence d'un pays qui est assez difficile à cerner et qui d'ailleurs n'intéressait pas grand monde s'il n'y avait pas la manne pétrolière. Même du point de vue de la recherche, il n'y a que quelques chercheurs français qui s'intéressent par exemple à la Libye. Bref, donc on a une situation qui est très particulière, qui n'a rien à voir ni avec la Tunisie ni l'Égypte, les deux pays voisins qui ont connu les révolutions qu'on sait. Donc la possibilité d'enlisement n'est pas à exclure, puisque on s'avance sur un terrain qui, à mon avis, est assez instable du point de vue de la nature du pays. On a vu également qu'il y a une coalition dans laquelle il y a tout de même des tiraillements. Les anglo-saxons, ou pour le dire précisément, les Américains, n'ont pas, semble-t-il, apprécié que la France ouvre le feu. Il y a encore des discussions quant au rôle de l'OTAN. Dans l'OTAN, il y a un pays comme la Turquie qui n'est pas d'accord. On a également des voix qui... Beaucoup de divisions, etc. Donc pour vous, la situation est quand même reste floue. D'ailleurs, ce soir, un diplomate de l'Alliance Atlantique affirme qu'il n'y a toujours pas d'accord à l'OTAN sur le commandement des opérations militaires. Alors donc ça, c'est pas exceptionnel en fait. Ces oppositions au sein de la coalition. Vous parliez tout à l'heure de l'Alamein, de Bir Hakeim. Les compétitions et les petits désaccords entre amis existaient déjà en 40, au moment où la Seconde Guerre mondiale se jouait sur le même sol. Donc, je ne crois pas qu'il faille prendre ce facteur-là comme un facteur qui pourrait accroître le risque d'enlisement en réalité. Et je crois surtout qu'il est beaucoup trop tôt pour ne serait-ce que prononcer le mot d'enlisement. Les premières frappes sur la Libye ont quelques jours. C'était une éventualité qu'il ne faut pas repousser d'un revers de main, d'autant que même l'interprétation, par exemple, de ce printemps arabe qui a commencé et dont on ne connaît pas encore la fin, même les interprétations divergent. Il y a une vision angélique qui y voit une espèce de soulèvement des peuples arabes qui rattraperait en quelque sorte leur retard historique, et il y en a d'autres qui considèrent que ce sont plus ou moins des putschs qui ne disent pas leur nom. On a vu également, par exemple, un dernier point, la position des pays du Conseil de coopération du Golfe qui n'hésitent pas à réprimer l'opposition à Bahreïn, qui se félicite de l'intervention en Libye, donc comprennent qui pourra. Pierre Vermeuren, est-ce qu'il y a un risque de guerre civile en Libye et de partition du pays? Écoutez, comme le disait à l'instant l'intervenant, on est sur un pays que, quand même, pour être très honnête, les gens ne connaissent pas. Il n'y a à peu près aucun chercheur ou aucun enseignant, à ma connaissance, en France, qui soit vraiment spécialisé de ce pays, parce qu'il était tout simplement impossible d'y travailler. Comme vous l'avez dit, la Libye, ça n'intéressait pas grand monde, parce qu'on ne savait pas si c'était le Maghreb ou si c'était le Machrek, etc. Donc, il faut être honnête en disant qu'on ne connaît pas beaucoup la situation. Et qu'en plus, les événements, la guerre, par définition, avec une révolution en sus, c'est quelque chose qui peut faire évoluer les choses très rapidement. Maintenant, ce qu'on a vu dans les villes et dans les territoires libérés, entre guillemets, même si ça n'a été parfois qu'un temps, on a vu cette joie immense du peuple libyen. On a entendu aussi les Libyens de France et de l'étranger dire à quel point ils étaient heureux, ils désiraient profondément le départ de Kadhafi. Donc il faut lever ce préalable d'une manière ou d'une autre qui va être levé, il faut l'espérer dans les jours ou dans les semaines qui viennent, même si ça peut être plus long que prévu parce qu'on peut compter sur lui pour avoir organisé sa défense avec la coopération avec l'Europe de l'Est pendant les années 70 et 80, etc. Il faut compter sur lui et sur ses fils qui de toute manière n'ont pas d'endroit où partir, qui n'ont pas de solution alternative. Mais une fois que ce préalable sera levé, parce que c'est le sens de l'histoire et parce que maintenant il a trop d'ennemis, il faudra remettre tout sur la table. Il faut quand même compter aussi sur les voisins, parce que vous savez, on est dans une région, comme il a été dit, entre la Tunisie et surtout l'Égypte, qui n'ont pas besoin d'une immense zone d'instabilité à leur porte. Alors évidemment, depuis le début, il y a des gens qui sont hostiles, qui manigancent contre la révolution tunisienne, contre l'Égypte aussi. Beaucoup de gens aimeraient que rien ne bouge. Et vous avez des gens dans le Sahara. Vous avez aussi, il ne faut pas oublier que les miliciens de Ben Ali, ils sont réfugiés à Tripoli. Tous ces gens-là ont intérêt à la stabilité. Malgré tout, je crois qu'il faut faire confiance dans la population, dans les chefs de tribus, dans un certain nombre de responsables qui ont envie que les choses reprennent, et notamment les exportations de pétrole. Et éviter un enlisement. Bernard Valero, qu'est-ce que vous répondez à cet internaute qui nous dit, avec ses ingérences extérieures, la Libye sera pire
pire que l'Irak de nos jours, où il est même impossible de prier dans une mosquée ou d'aller au marché sans risquer de se faire tuer par une bombe. Cette comparaison entre l'Irak et ce que pourrait devenir la Libye. Elle est très hardie. D'abord sur le concept même d'ingérence. Je rappelle quand même qu'on est dans le cadre de l'application d'une résolution du Conseil de sécurité des Nations Unies, qui est quand même, il faut le rappeler, il faut s'en souvenir, c'est le cœur même, c'est la source même du droit international. Si on n'a pas ça, où est-ce qu'on peut trouver de la légalité internationale ailleurs? Nulle part. Donc on est dans ce cadre-là. Et d'autre part, la comparaison avec l'Irak, là aussi, me semble un petit peu hardie, étant entendu que nous avons toujours dit que les opérations qui sont en cours se font sur la base d'une coalition de pays volontaires, d'une part. D'autre part, on n'a pas fixé de calendrier naturellement, mais que l'on répète et c'est une détermination que ça ne devrait pas durer longtemps. Et troisièmement, et ça c'est un point un petit peu important aussi qui fait la différence avec l'Irak, pas de troupes au sol. Donc je crois que la comparaison n'a pas lieu d'être. Et puis surtout l'utilisation des mots est important quand on se mobilise en prenant des risques pour réaliser une opération humanitaire. Vous imaginez quel serait notre débat aujourd'hui s'il ne s'était rien passé à Benghazi samedi après-midi dernier? Ça serait autre chose. Mais il se passe d'autres choses, pardonnez-moi, mais il se passe d'autres choses ailleurs. Je pense au Yémen, je pense aujourd'hui à la Syrie où il y a 15 personnes qui ont été tuées à Deraa. Est-ce qu'on y va là? Bien sûr. Il faut y aller là, aussi. On prend position sur le plan. Civils, là, aussi, on prend position sur le plan politique, comme on l'avait fait au début de la crise libyenne. C'est important de se manifester. Là, on est allé loin quand même. On était sur une question d'heure à Benghazi. On était véritablement sur une question d'heure. On ne serait pas intervenu. Ce serait véritablement un massacre. D'ailleurs, l'intervention en avance de phase que vous évoquiez, monsieur, tout à l'heure, du contingent français qui a tapé le premier, effectivement. Vous savez, le colonel Kadhafi, contrairement au président yéménite, par exemple, avait menacé les bateaux en Méditerranée, avait menacé son peuple d'un fleuve de sang, avait menacé l'Europe de différents problèmes de rétorsion vis-à-vis de l'immigration, etc. Donc, ils étaient extrêmement agressifs dans son discours. Je ne sache pas que dans les autres pays arabes, il y a une telle débordement de violence verbale, notamment. Et on sait qu'il est possible de lui faire confiance, encore une fois. Quand il fait exploser des avions en vol, il l'a fait. Pas beaucoup de pays qui font ça. Mathieu Mabin, est-ce qu'on peut envisager, je poserai la question aussi à Bernard Valero, des négociations entre Kadhafi et la coalition pour une éventuelle sortie de crise ou des proches de Kadhafi? En tout cas, Hillary Clinton a dit que des proches de Kadhafi cherchaient en ce moment une sortie de crise. Je crois que la coalition, en tout cas la coalition diplomatique, pas plus que militaire d'ailleurs, n'a envie d'une sortie de crise qui verrait un Kadhafi épargné. La chute de Kadhafi. Mais qu'on laisserait filer, par exemple, au Venezuela. Oui, pourquoi pas, oui. Enfin, peu importe la façon dont chute Kadhafi, que ce soit sous une bombe américaine ou par un avion qui le conduira au paradis des dictateurs, peu importe en réalité. L'objectif de la coalition est bien de faire partir Kadhafi, ça on l'a compris, c'est désormais formulé à demi-mot, même par le Quai d'Orsay. Non, je ne crois pas que ce soit un enjeu majeur aujourd'hui, peu importe la façon dont il partira. Bernard Valero, est-ce qu'il y a des négociations entre des proches de Kadhafi et les insurgés de Benghazi? Pas ma connaissance. Mais pour en revenir à Kadhafi, je crois qu'en termes d'avenir politique, il a franchi le point de non-retour à partir du moment où il a commencé à bombarder les gens qui manifestaient dans les rues de Tripoli. Et je crois que ce n'est pas à nous d'apporter la réponse. Ce sont les Libyens eux-mêmes qui vont l'apporter. Ils seront un petit peu aidés, les Libyens. Très probablement. Oui, ça c'est en tout cas on les aide à ne pas mourir sous les obus des chars de Kadhafi et les bombes de ces. Les aidera très probablement à choisir leur nouveau leader. En tout cas, dans un panel de nouveaux leaders. C'est un pays où il y a beaucoup de cadres, il y a beaucoup de gens très compétents et très bien formés, donc il faut aussi faire confiance à ce peuple. Il y a une élite aussi. Ah bah oui, elle est abondante, elle est bien formée, souvent à l'étranger. Les femmes ont un taux d'alphabétisation très fort pour la région, donc il ne faut pas désespérer. Après ça, ce qui a été dit par l'auditeur sur Internet, je comprends que le discours de Kadhafi, si on ne connaît rien à la situation, on est extrêmement impressionné en se disant, mon Dieu, qu'est-ce qui va se passer? En réalité, c'est pathétique. C'est un discours pathétique. C'est des menaces dans le vide. On voit que la caméra, elle frôle les 4 premiers rangs parce qu'il n'y a personne derrière. C'est une mise en scène.
Et il ne faut pas se laisser impressionner, mais évidemment, si on ne sait pas à quel point la population a une véritable haine pour son tyran, on est effectivement impressionné. Il ne faut pas l'être. Bernard Valero, vous vouliez réagir sur les élites? Absolument. Que c'est un peuple qui a des élites et qu'il y a des gens qui peuvent prendre le relais? Absolument, parce que je voulais rebondir sur ce que vous disiez, parce que vous avez dit quelque chose qui me semble à moi très très important et qui me semble devoir aussi inspirer la façon dont nous appréhendons ce qui est en train de se passer dans le monde arabe actuellement. Sur la Libye, on a bien compris, il y allait avoir massacre, on est en train de l'empêcher et de donner aux Libyens les moyens de reprendre en main leur destin. Mais ce n'est pas à nous de dire il faut faire ceci, il faut faire cela, vous devez aller dans telle direction. C'est à eux de le décider. Et je crois que ça doit partir d'un double principe. D'abord, le principe de confiance. Effectivement, nous devons faire confiance aux Libyens parce qu'ils sont véritablement capables de construire leur propre destin. Même leur résistance en est l'illustration. Et le deuxième principe, je crois que ça doit être un principe de respect. Et ça, nous devons véritablement nous mettre tous en tête de respecter, d'avoir beaucoup de respect sur ce qui se passe actuellement dans le monde arabe. On a eu l'exemple de la Tunisie, on a eu le précédent de l'Égypte, et je crois qu'on doit avoir peut-être encore plus de respect pour les Libyens qui véritablement, eux, se sont fait massacrer par leurs propres dirigeants. Et je voulais rebondir là-dessus parce que ça me paraît effectivement important. Et donc tout ça pour arriver à la conclusion, c'est que, la mienne en tout cas, c'est que ce sont les Libyens qui ont véritablement en main leur destin. On les aide, on les protège, mais c'est véritablement eux qui auront le dernier mot. Ce sont les Libyens qui ont leur destin et on se quitte sur cette dernière phrase de Bernard Valero. Mille merci d'être venu sur le plateau de France 24. Merci à Mathieu Madevin, merci à Pierre Vermeuren et merci à Jean-Pierre Milelli qui est enseignant à Sciences Po aujourd'hui. Voilà, c'est la fin de ce débat. Tout de suite, toute l'actualité française de ces dernières 24 heures en images.